Pauline Julien, vous savez pourquoi vous avez été arrêtée? Je voudrais bien le savoir, justement, parce que quand j'étais arrêtée, c'est parce que c'est tout à fait par hasard. Les 4 agents qui sont venus ici ont dit qu'ils étaient surpris de m'y trouver parce qu'ils ne venaient pas pour moi. Ils venaient parce que je passe une pièce de mon appartement pour les éditions Parti pris. Parce que devant chaque grande femme, il y a toujours un homme qui lui fait de l'ombre. Il faut farfouiller, dépoussiérer, chercher pour qu'on puisse se le raconter, notre matrimoine. Parce que même si l'histoire a voulu les oublier, elles ont bel et bien existé. Ces femmes ont une histoire et un nom. Je m'appelle Valérie Deschamps, je suis professionnelle en matrimoine et conteuse. Je vous souhaite la bienvenue dans le balado Team Madame. Il y en a des comme ça qui nous marquent dans notre parcours. Autant que Marie Sirois, la femme la plus forte du monde, a marqué les débuts de Team Madame, autant que celle que je vous présente dans l'épisode est au cœur de ma réalisation de « Coudon, ils sont où nos madames? » Dans une de mes anciennes vies, parce que oui, j'en ai genre eu 7 en 32 ans d'existence, j'étais militante active pour l'indépendance du Québec. J'habitais en Mauricie, puis je militais avec du monde du coin. On parlait souvent de l'illustre député poète qui a aussi été journaliste pour Le Nouvelliste, mais ce monsieur-là a été en couple avec une grande aussi de Trois-Rivières, mais on n'en parlait presque jamais. C'est là que j'ai réalisé qu'on la mettait vraiment pas autant de l'avant que lui. Puis, cette femme-là, c'est pas n'importe qui, là. Non. Celle dont je vous parle, c'est l'illustre chanteuse Pauline Julien. Mommy, mommy, I love you dearly. Please tell me how in French my friends used to call. À la base, là, le premier fémage que je voulais y faire, c'était d'en faire mon sujet de recherche pour ma maîtrise. Tu te souviens? Je t'en ai parlé dans l'autre épisode. J'allais abandonner cette maîtrise-là. Depuis, c'est comme resté un projet sans suite. Mais son histoire, sa vie, celle qu'on connaît, là, parce qu'on sait pas toutes, ça me motive souvent en tant que femme. Genre, je la trouve super inspirante, moi, Pauline Julien. Dans les dernières années, il y a eu des spectacles hommages, il y a eu des albums de reprises, des documentaires et il y a même un film d'Anaïs Barbeau-Lavalette qui va sortir en 2026. Hey, j'ai-tu pas hâte de voir Suzanne Clément jouer Pauline, moi? Non, ce que j'ai hâte! Malgré tout, le fait qu'elle soit super connue, qu'on lui a dédié moultes œuvres à travers les années, j'avais envie de moi aussi lui rendre hommage à ma façon. Je lui fais une place dans mes Team Madame, ici, à gauche, tout près de mon cœur. Place à notre matrimoine avec la passionnariat du Québec, Pauline Julien. Quand je suis née à Trois-Rivières dans les années d'avant la guerre, à 2 coins de rue du séminaire, mon papa vendait doucement loin. Comme le dit la chanson, Pauline est née à Trois-Rivières en 1928. Avec sa famille, elle passe du côté est de la rivière Métabéroutin pour les Inuits ou Tapiscan-Zibi pour les Atikamekw. C'est à Cap-de-la-Madeleine, pas super loin du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, qu'elle passe son enfance. Pauline est la plus jeune de 11 enfants. Éduquée dans la religion catholique, comme bien d'autres personnes à l'époque, Pauline chante que Quand j'étais petite fille, dans une petite ville, il y avait la famille, les amis, les voisins, ceux qui étaient comme nous. Puis il y avait les autres, les étrangers. L'étranger, c'était l'italien, le polonais, l'homme de la ville d'à côté, les pauvres, les quêteux, les moins bien habillés. Et ma mère, bonne comme du bon pain, ouvrait sa porte, rarement son cœur. C'est ainsi que j'apprenais la charité, mais non pas la bonté, la crainte, mais non pas le respect. Des paysans. jeune, on la qualifie déjà comme ayant un grand sens du drame et de l'exaltation. Sans le savoir vraiment, elle avait ça en elle, cette passion-là.
Déjà dans les années 40, elle se promène avec différentes troupes de théâtre. C'est d'ailleurs dans la troupe de la Compagnie du Masque qu'elle rencontre le père de ses enfants, avec qui elle se marie en 1950. Les deux sont installés dans un appartement à Montréal, puis Pauline est à ce moment-là essentiellement une femme au foyer. Avec ce qu'on connaît d'elle aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que c'était pas son rêve de vie, puis que ça lui convient pas pantoute comme position. Tranquillement, elle souhaite parfaire ses connaissances et ses qualités de comédienne. On est en 1950. Bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette visite guidée de l'Assemblée législative du Québec. Avant 1968, c'est le nom que portait ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom d'Assemblée nationale du Québec. Je vous demande de me suivre. Pauline se sauve du groupe qu'elle avait joint avec ses chums quand elle voit une porte de bureau ouverte. Puis ça donne que cette porte-là, c'est pas n'importe quelle porte de bureau. Non, c'est la porte du bureau du premier ministre du Québec. Alors, ce qu'il faut, là, c'est 3 ou 4 bonnes pages de nouvelles, avec un bon mot pour l'Union nationale. Elle arrive là pour rentrer quand... Wow, minute papillon, on n'est pas dans les moulins ici. Et c'est là qu'elle explique au gardien de sécurité que le PM, il fait partie de sa famille. C'est genre le cousin germain de son père, puis que blablabla, tout le monde est dans la même famille à Trois-Rivières. Le PM, lui, il entend ça, il est curieux, il l'invite à s'asseoir, puis ce qui arrive pas souvent, il l'écoute. Pauline lui explique ses besoins, ses rêves, ses envies. Elle veut partir se parfaire dans les vieux pays, mais ça coûte un bras puis une jambe, ça, mes amis. Il trouve ça drôle, puis il admire aussi l'audace de la jeune Pauline. Ce qui fait qu'il lui accorde une bourse de 1 000 $ pour qu'elle se rende sur le vieux continent, puis qu'elle apprenne le métier de ses rêves, soit la comédie. Les amis qui l'accompagnaient sont fâchés. Voyons que t'as fait ça. Hein? Pour eux, c'est impensable. Mais pour Pauline, c'est pas compliqué. Quand on veut quelque chose, il faut se débrouiller pour l'obtenir. Sa grand-mère disait justement « Si tu veux franchir une porte fermée, il faut passer au-dessous, par-dessus, de côté et, s'il le faut, par le trou de la serrure. » Au printemps 1951, enceinte et accompagnée de son mari, elle part pour Paris. Dans le vieux pays, Pauline apprend le théâtre, le jeu d'actrice, mais aussi tout ce qui touche à la poésie et à l'orature. Puis on va se le dire, là, c'est pas mal aussi cette verve-là qu'on retrouve chez elle qui a fait toute la grandeur de la chanteuse qu'elle était. Même si au départ, c'est le jeu qui l'intéressait, elle va finir par ouvrir les bras à la chanson. C'est en 1955 que sa carrière de chanteuse commence pour de vrai. Elle crée son premier répertoire de chansons en y intégrant des poèmes d'Anne Hébert, de la poésie de chez elle qu'elle veut faire découvrir aux Français. Elle chante, elle interprète le tout dans 2-3 bars français par soir. Elle travaille fort pour construire sa carrière, mais aussi pour manger. Parce que tu sais, c'est pas si simple que ça faire carrière dans les arts et la culture. Rapidement, on dit d'elle là, qu'elle est une chanteuse de cabaret extraordinaire qui se jetait à corps perdu. Il y a la journaliste Judith Jasmin qui parlait d'elle et de ses prestations en ces mots. Sa voix est grave, chaude, vibrante, pleine d'étincelles. Elle distille l'or et le sang. Quand, dans la petite salle enfumée, Pauline chante Pauvre Rudebeuf, La vie, T'en as ou Barbara de l'opéra de Katsu, chacun se tait ému. Il est doux de penser que chaque soir, dans la petite salle de moineaux, je suis une fille maigre et j'ai de beaux os. Ce poème écrit jadis entre les murs de Québec retentit et revit grâce à cette jeune barde de chez nous que nous aurons, je l'espère, le flair et le bon goût de découvrir un jour à notre tour. Pauline vit pas mal ce qu'elle a toujours voulu vivre, vibrer sur scène, faire de la scène. Ce qui fait que ça se passe pas super bien au niveau familial parce que la partie artiste de sa vie prend presque toute la place. Le couple se sépare en 1957. Pauline revient à Montréal. La vie de famille, mais aussi la vie amoureuse de Pauline, c'est tout sauf un fleuve tranquille, mettons. Puis pas juste à ce moment-là, pas mal toute sa vie, je dirais.
C'est en 1961 que sa carrière québécoise prend officiellement son envol. Elle se promène maintenant un peu partout avec un répertoire de chansons françaises auquel elle ajoute celle du Québec. Il flottait dans ses pantalons, de là lui venait son surnom, beaux ou les culottes. Il y avait qu'une 5e année, il savait à peine compter, beaux ou les culottes. La folle qui passe et qui repasse dans la rue le long des yeux, son tablier tout taché de trous, dans le vent fait des signaux blancs. Jack Monoloy aimait une blanche, Jack Monoloy était indien. Il la voyait tous les dimanches, mais les parents n'en savaient rien. Tous les boulots de la rivière Mingan, tous les boulots se rappellent. La Mariouche, elle était belle, Jack Monoloy était fringant. Et en passant, le petit fait cocasse, c'est Pauline Julien, la première à avoir chanté les paroles et chansons du célèbre poète, conteur, chanteur national natif de Natashquan. Ouais, même avant que lui-même se chante. On est à Trois-Rivières le 7 février 1961. Notre team Madame sera en première partie d'un célèbre chanteur français. Le lendemain, celui qui deviendra l'amour de sa vie pendant 37 ans disait dans les pages du journal local Le Nouvelliste: Pauline Julien est un petit arbre dur, entêté, tout à la fois noueux et fragile, qui s'impose par sa volonté, cette volonté et cet entêtement qui sont ce qu'on appelle la présence. Il y en a d'autres qui ajoutent plutôt que... Quel merveilleux spectacle aurions-nous eu si les chansons avaient pu alterner avec celles de Pauline Julien. Sa voix et sa présence légèrement irréelle font d'elle une interprète magnifique qui supporterait aisément la comparaison avec les meilleures chanteuses de Paris. Puis là, arrive un de mes bouts préférés de l'histoire du Québec. Le Québec se réveille d'une longue sieste. Bon, OK, cette sieste-là a eu quelques sursauts et des sueurs nocturnes parfois, mais le Québec se réveille véritablement dans les années 60. Le peuple québécois se décomplexe, prend sa place, il émerge d'une époque plus conservatrice, plus puritaine, puis même si on dit que ça se fait tranquillement, ben c'est loin d'être mollo, mettons. On nationalise l'électricité, on réorganise l'école, on dit aux curés d'aller se reposer un peu. Bref, le Québec découvre qu'il y a des muscles, un cerveau, puis une envie folle de changer le monde et surtout d'en faire partie. C'est la Révolution tranquille, un grand ménage de printemps dans les vieilles idées. Notre team Madame sort en 1962 son premier album. Enfin Pauline, 1963, c'est la sortie de son deuxième album, Pauline Julien. À partir de là, l'engagement politique de Pauline prend de l'ampleur. En 1964, à l'occasion du 100e anniversaire de la Confédération de Charlottetown, première étape de la Confédération canadienne de 1867, la reine Élisabeth, reine d'Angleterre, vient faire son tour en Amérique. Puis les organisateurs et organisatrices du tour royal décident que Madame la reine sera de passage au Québec. Notre team Madame est l'une des artistes de l'heure. On la veut partout, ce qui fait qu'on lui demande de venir chanter pour la venue de sa couronne royale. Son refus à l'effet d'une bombe. 17 septembre 1964. Pauline Julien vient de refuser de chanter devant la reine d'Angleterre. C'est la première fois qu'une diseuse canadienne d'expression française est invitée à chanter devant Élisabeth II. Et voilà que, fièrement, cette chanteuse refuse sa participation à l'ouverture officielle du Centre des Pères de la Confédération le 6 octobre à Charlottetown. Quand on m'a demandé ma participation comme chanteuse d'expression française à l'ouverture officielle du Centre des Pères de la Confédération devant la reine d'Angleterre, j'ai ressenti un grand choc. J'ai compris, au point de vue du métier, tout ce que ça voulait dire pour moi.
J'ai compris aussi quel honneur cela voulait dire de représenter l'état d'expression française au Québec. Mais d'autre part, je savais à quoi je m'engageais. J'ai refusé. Voici ma déclaration officielle, la vraie. Par respect pour les patriotes de maintenant et de 1837, je ne puis accepter de participer à un spectacle commandé pour la reine d'Angleterre, ni à aucune cérémonie commémorative d'une confédération qui perpétue la conquête de 1760. Je n'ai rien contre la personne d'Élisabeth II, mais bien contre ce qu'elle représente, et je ne peux dissocier mes activités artistiques de mes convictions indépendantistes. On va se le dire, c'était pas vraiment l'idée du siècle de faire venir la reine à Québec. Et voici Sa Majesté. La visite royale à Québec commence donc ce samedi matin du 10 octobre par tous les gestes coutumiers de ces visites-là. La présentation des personnages officiels, le salut royal, la revue de la garde. Mais il est évident que ce matin-là, pour le couple royal, ces gestes ne semblent pas avoir même intérêt ni même assurance. Et tout l'auditoire de la télévision a pu voir sur l'écran le visage un peu tendu de la reine et celui presque inquiet de son mari, le prince Philippe. Peut-être avait-il déjà appris que la veille, en dépit des interdictions officielles... Le 10 octobre 1964, il y a une manifestation contre la venue de la reine qui se passe pas bien pantoute devant l'hôtel du Parlement de Québec. Selon le journal L'Action, la reine devait prononcer un discours qui disait justement qu'elle avait un ardent désir que personne parmi ses peuples ne subisse la contrainte. Douce ironie. Il y a du monde des 4 coins du Québec qui sont là. Une centaine de manifestantes sont aussi présents tout au plus. Par contre, le rapport de force est assez inégal, parce qu'il y a plus d'un, voire 2 policiers ou soldats par manifestant qui sont aussi là. La tension est vive. Avant l'arrivée du couple royal, les autorités avaient déjà mentionné qu'aucune manifestation serait tolérée. À chaque étape de la visite de la reine, il y a des manifestants et manifestantes qui la suivent. À chaque fois, ils et elles sont matraqués par les autorités policières. Et ça se fait plus rapidement, plus violemment à chaque arrêt. La manifestation vire à l'émeute, c'était sûr que ça allait arriver. Tous les passants, incluant de très pacifistes, des journalistes, du monde bien normal, là, se font matraquer par les forces de l'ordre. Ce samedi-là, aujourd'hui, on le connaît sous le nom de Samedi de la matraque. À la fin des années 60, le Québec bout plus qu'un chaudron qui attend ses spaghettis. À cette époque-là, il y a la ferveur indépendantiste qui prend de plus en plus d'ampleur. 1966, 2 militants traversent la frontière états-unienne pour aller créer des liens avec d'autres groupes révolutionnaires. Le 25 septembre de cette année-là, ils font du piquetage devant les bureaux de l'Organisation des Nations Unies à New York, puis ils se font arrêter puis emprisonner. Pauline, déjà, s'implique au sein du comité d'aide des 2 prisonniers politiques et elle va ajouter son nom à la déclaration publique qui dit « De jeunes Québécois sont en prison parce qu'ils ont cru en un idéal et que pour l'atteindre, ils ont pris les moyens qu'ils jugeaient les plus efficaces. » L'objectif du comité, c'est d'avoir un fonds de soutien à ces 2 prisonniers politiques-là. C'est pour ça, entre autres, qu'en mai 1968, Pauline crée avec le comité le célèbre spectacle bénéfice Poèmes et chants de la résistance. Ce genre de show-là va se refaire à 2 autres reprises, en 1971 et 1973. En 1969, il y a la Conférence internationale de la francophonie au Niger. Une trentaine de pays francophones sont réunis. Pauline fait partie de la délégation du Québec. Le 18 février, le secrétaire d'État au gouvernement libéral fédéral prend le micro. Il raconte que le français, c'est une langue qui est parlée partout au Canada. Il parle du beau et grand pays qu'est le Canada. Ça met en notre team madame qui voit que jamais, au grand jamais, il nomme le Québec, puis que la survie du français au Canada, c'est menacé. Elle se lève d'un bond de sa chaise, puis elle lâche spontanément « Vive le Québec libre! » Monsieur est demeuré impassible lorsque le cri a été lancé dans une salle qui d'ailleurs n'a pas réagi. Il n'y avait pas moins de 200 personnes dans la salle, croisant Mademoiselle Julien
Alors que les délégations quittaient la salle à la fin de la conférence, il lui a fait la remarque suivante. Vous chantez bien mieux que vous ne criez, et vous devriez vous en tenir à votre première activité. C'est une honte que de parler comme vous l'avez fait. Vous parlez de culture alors que votre gouvernement tente d'assimiler les Québécois. Mademoiselle Julien a ensuite fait remarquer aux journalistes qu'il n'y avait rien de prémédité dans son geste et qu'elle était en colère contre la délégation québécoise qui n'a même pas sourcillé aux paroles de monsieur le secrétaire d'État du gouvernement. J'aurais dû le crier mieux et plus fort. C'est de la folie que de laisser monsieur Pelletier parler au nom des francophones du Québec alors que son gouvernement ne cherche rien d'autre qu'à les assimiler. Dès son retour au Québec, Prenez-moi comme je crie quand je crois que je chante. La façon la plus sûre. cette chanson-là, c'est direct en lien avec ce qui venait de se passer au Niger. C'est tellement parfait. Pauline, t'es une excellente troll. Puis moi, les trolls, j'aime ça. L'année 1970 est synonyme de grosse année politique. Puis ça va inspirer la partie artiste de Pauline Julien. Au printemps de cette année-là, il y a un des plus célèbres événements artistiques qui s'organise à Montréal. C'est dans un contexte social intense où le Québec est en pleine crise de chômage, que la contre-culture a le vent dans les voiles chez les jeunes, chez les étudiants, qu'il y a un vent de renouveau, de liberté, qu'il y a des mouvements de contestation qui prennent forme un peu partout dans le milieu scolaire. Il y a des grèves ouvrières, des manifestations contre le Bill 63 qui a été présenté l'automne précédent. Le 27 mars 1970, ce sont plus de 4000 personnes qui se sont rassemblées pour entendre les mots de leurs poètes, de leurs chanteuses, de leurs poétesses, de leurs chanteurs, les mots de chez nous, les mots du Québec. C'est la mythique nuit de la poésie. Que la vie et la poésie soient le même sacré affaire sacrée, yeah, 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 yeah. Que la lettre soit dans l'esprit et l'esprit dans la lettre. Que la poésie soit ici et là, que tout le monde soit prêt. Delou, 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 delou. De l'eau du Québec, mon amour. Speak White. Il est si beau de vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare. Nous sommes un peuple inculte et bègue, mais ne sommes pas sourds au génie d'une langue. Parlez avec l'accent de Milton et Byron et Shelley et Keats. Speak White. Et pardonnez-nous de n'avoir pour réponse que les chants rauques de nos ancêtres et le chagrin de Nelligan. Nous sommes un peuple rancunier, mais ne reprochons à personne d'avoir le monopole de la correction de langage. Dans la langue douce de Shakespeare, avec l'accent de Longfellow, parlez un français pur et atrocement blanc, comme au Vietnam, au Congo. Parlez un allemand impeccable, une étoile jaune entre les dents. Parlez russe, parlez rappel à l'ordre, parlez répression. Speak White, c'est une langue universelle. Nous sommes nés pour la comprendre avec ses mots lacrymogènes, avec ses mots matraques. Speak White, tell us again about freedom and democracy. Mes camarades, au long cours de ma jeunesse, si je fus le haut lieu de mon poème, maintenant, je suis sur la place publique avec les miens. Et mon poème a pris le mort obscur de nos combats. Longtemps, je fus ce poète au visage conforme qui frissonnait dans les parallèles de ses pensées,
qui s'étiolait en rage dans la soie des désespoirs, et son cœur raillait la crue des injustices. Maintenant, je sais nos êtres en détresse dans le siècle. Je vois notre intériorité, et j'ai mal en chacun de nous. Je suis sur la place publique avec les miens. La poésie n'a pas à rougir de moi. J'ai su qu'une espérance soulevait ce monde jusqu'ici. Les coquerelles de parlement, les patineurs de fantaisie, les zigoneux d'élection, les tarzans du salut public, les écrapoutis d'Assemblée nationale, les Trudeau de Radio-Canada, les fafineux de la trahison à crédit, les taches de graisse sur la conscience. De tous ces trous de cul, on a notre maudit tabarnak de Saint-Ciboire de Saint-Crème, de Gériboire d'hosties toastées, de sacrements d'étole, de crucifix, de calvaire, de couleurés, d'ardents voyages. Que finisse le temps des victimes, passe le temps des abîmes. Il faut surtout pour faire un mort du sang, des nerfs et quelques os. Vienne le temps du délire et des artères qui chavirent. Un sang nouveau se lève en nous qui réunit les vieux murmures. Il faut pour faire un rêve aussi un cœur au corps et un pays. Que finisse le temps des prisons, passe le temps des barreaux. Que finisse le temps des esclaves, passe le temps des bourreaux. Je préfère notre existence à la prudence de leur troupeau. C'est fini le temps des malchances. Notre espoir est un oiseau. Fait anecdotique, cette chanson-là, la version qu'on entend, c'est « Je préfère notre existence à la prudence de leur troupeau ». Mais avec le temps, ça va devenir « Je préfère l'indépendance à la prudence de leur troupeau ». À travers tout ça, au début des années 60, le Front de libération du Québec, le FLQ, est créé. Entre 1963 et 1970, il y a des bombes qui sont posées, il y a des vols qui sont effectués, puis leur action culmine en octobre 70. 5 octobre. Un attaché commercial britannique est enlevé par la cellule Libération du Front de libération du Québec. 8 octobre. C'est la lecture intégrale du manifeste du FLQ à la télévision de Radio-Canada, comme exigé par les membres du FLQ. Pour des raisons humanitaires qui apparaissent évidentes par suite des développements des derniers jours, et afin de sauver si possible la vie de l'attaché commercial de Grande-Bretagne, nous faisons lecture intégrale du manifeste du Front de libération du Québec. Front de libération du Québec. Manifeste. Le Front de libération du Québec n'est pas le Messie, ni un Robin des Bois des temps modernes. 10 octobre. Le ministre du Travail et de l'Immigration du Québec est enlevé par la cellule Chénier du Front de libération du Québec. 13 octobre. Le premier ministre canadien est questionné par un journaliste de la CBC sur jusqu'où il serait prêt à aller dans les suppressions des droits et libertés civiles pour maintenir l'ordre. 15 octobre. L'armée canadienne est déployée au Québec à la suite d'une demande formelle du gouvernement du Québec. Environ 1000 soldats du Royal 22e Régiment arrivés hier matin à Montréal ont prêté main forte aux quelques 13 000 agents de la police de Montréal et de la Sûreté du Québec. 16 octobre. C'est la proclamation de la loi sur les mesures de guerre par le gouvernement fédéral. Les libertés civiles sont suspendues et plus de 500 personnes sont arrêtées arbitrairement. Ces gens-là, ce sont des militants de gauche, des militants du Parti québécois. Il y a des journalistes, des étudiants, il y a des gens en soutien aux idées du FLQ. Il y a aussi des artistes, des féministes qui sont arrêtés. À 3 heures du matin, ça cogne chez Pauline. Puis je dis ça cogne, là, mais je pense qu'on peut dire que ça varge dans la porte chez eux.
La plupart des perquisitions se font sur dénonciation. C'est une véritable psychose. Aussi, dans cet autre quartier anglais où habite la chanteuse Pauline Julien qui a été arrêtée, une vieille dame anglaise téléphone à la police chaque fois qu'elle voit dans la rue quelque chose ou quelqu'un qui lui paraît suspect. Pauline Julien, vous savez pourquoi vous avez été arrêtée? Je voudrais bien le savoir, justement, parce que quand j'étais arrêtée, c'est parce que c'est tout à fait par hasard. Les 4 agents qui sont venus ici ont dit qu'ils étaient surpris de m'y trouver parce qu'ils ne venaient pas pour moi. Ils venaient parce que je passe une pièce de mon appartement pour les éditions Parti Pris, qui ont édité les... Qui est interdit. Ce qui est interdit, qui n'est pas interdit, qui est à examen depuis 1 an comme étant un livre séditieux, mais le procès ne se passe jamais. Alors j'ai dit, pourquoi vous m'embarquez, hein? Ben, ils ont dit, en effet, on ne savait même pas que vous étiez là, mais on vient de téléphoner à la préfecture et ils nous ont dit embarquer là aussi. Et de toute façon, bon, c'est ça. Alors ils m'ont gardé là-bas 8 jours, interrogé à peu près 10 minutes de temps, me disant qu'en effet, j'étais là simplement pour interrogation. Interrogation. Et c'est tout. Là, après ça, pourquoi on m'a gardé 8 jours, comme d'ailleurs, on pourrait dire, les 7/8 des gens qui étaient là. Simplement, c'est une question de dossier, c'est une question de temps, je veux dire. D'ailleurs, j'ai eu l'agréable surprise quand on m'a relâché après 8 jours, d'arriver chez moi le matin et de trouver la maison vide. Alors, la table était mise, enfin, de la veille. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Eh bien, j'apprends que mes 2 enfants, la veille, à 7h, 19h, avec leurs 3 amis qui étaient venus là parce qu'ils espéraient que je sortais le vendredi soir. Je suis sortie le samedi matin pour fêter ça un peu, mais le plus jeune de mon garçon a 15 ans. Et ma fille a 18 ans, il y a 3 de leurs amis qui s'échelonnent entre 17 et 19 ans. Ma sœur, qui est journaliste et qui venait leur porter de l'argent, parce que quand même, ça faisait une semaine que je n'étais pas là, tout le monde avait été embarqué. Alors, ceux-là, ben, ils les ont gardés 24 heures, quoi. Mais c'est une chance. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ici, tout simplement. Parce qu'ils étaient ici, et probablement qu'ils voulaient faire pour la 4e fois une perquisition pour trouver quoi, je ne sais pas. Dans les jours qui ont suivi, le Front de libération du Québec annonce le décès de l'otage issu du gouvernement du Québec. Après 59 jours de captivité, le représentant de la couronne britannique, lui, est relâché. Le reste, c'est de l'histoire, comme on dit. Avant les années 70, Pauline chantait les textes des autres, mais comme le Québec a fini par prendre confiance en elle et elle écrit et chante ses propres textes. On connaît son grand classique. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, douce, douce. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, douce, douce. Et celle-ci, je pense que c'est ma préférée. C'est bien certain que je t'aime encore. Même si je reviens d'un long voyage, des jours, des siècles dans la nuit, tu vois bien que je suis pas partie, tu vois bien que je suis bien en vie. C'est bien certain que je t'aime encore. Vois-tu, c'est une chanson d'amour, c'est une nouvelle chanson d'amour. Vois-tu, c'est une histoire d'amour, c'est une toute autre histoire. Le côté féministe de Pauline aussi prend plus de place dans cette décennie-là. Malgré, au fond, 1974, où on croit que depuis quelques années, il y a une évolution qui se fait, il y en a une qui se fait, mais elle est vraiment au millimètre, il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, la femme est encore dépendante. Bon, maintenant, je crois qu'on a fini de pleurer sur nos malheurs, mais le constat est fait, mais il y a beaucoup à faire. Bon, c'est ça que j'essaie aussi d'exprimer dans mes chansons. Elle commence à chanter des textes de la grande Anne Sylvestre. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. En 1983, alors en entrevue à Radio-Canada, elle explique à propos de cette chanson-là. Si on vous demandait pourquoi vous avez eu le goût ou le besoin d'interpréter une chanson comme ça sur l'avortement?
C'est d'abord parce qu'elle est parfaitement écrite. Je crois c'est comme un peu tout ce que fait Anne Sylvestre, comme une sorcière comme les autres. Elle résume une situation longuement, elle dit tous les détails. Je m'appelle du nom de la première sorcière brûlée en 1258. Je m'appelle du nom des 7 millions de sorcières brûlées vives jusqu'en 1782. Je m'appelle du nom de chacune des héritières de ces sorcières. Je m'appelle Pauline Julien. Je m'appelle Anne Sylvestre. S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreilles d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Et c'est ma mère, ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Anne Sylvestre et Pauline Julien chantent même ensemble à plusieurs reprises. L'habitude qui nous manque, on ne sait pas jeter des cris, hurler contre ceux qui nous flanquent la tête au mur certaines nuits. On ne sait pas claquer les portes, fermer ses oreilles et ses yeux, jeter au diable et qu'il l'emporte tout ce qui nous déchire en deux. Un rien, une paille, un copeau, une plume de moineau ne veut pas peser plus lourd qu'un geste d'amour. Un rien, une hache. En 1976, c'est l'élection du Parti québécois et, de par le fait même, de son amoureux. C'est soir de fête. On dirait là qu'à ce moment-là, tout est possible. À la suite de cette soirée du 15 novembre 1976, Pauline dira « Nous y voilà. C'est arrivé. Que sera demain? Qu'allons-nous faire? Aujourd'hui, nous y sommes. Oui à cette première victoire. Comme a dit Leclerc, le bébé est né. Il est beau. Il va grandir. Que va-t-il devenir? Le Québec a franchi une étape. Dans la longue marche, il fallait absolument atteindre ce palier pour continuer. Nous y sommes. Le sommet est encore loin, mais le chemin parcouru était ardu, long et difficile. C'est avec une grande joie que nous pouvons regarder ce que nous avons franchi. Maintenant, c'est avec un regain de courage que nous entreprenons la seconde étape. Nettoyer, repartir, construire en vue de la dernière, qui sera l'indépendance. Une décision finale et définitive. 4 ans plus tard, c'est le premier référendum sur l'indépendance du Québec. Et ce moment-là, c'est pas mal moins jovial, mettons. C'est une défaite crève-cœur. Puis on a tous et toutes déjà vu les images de ce soir-là, et ça nous fait toujours un petit quelque chose en dedans. Les années suivirent et c'est le début de la fin. Pauline commence à ressentir les premiers symptômes d'une aphasie dégénérative. Pour une chanteuse, une femme de mots, voir ses mots la quitter sa vie, voir un trouble du langage arriver, ça doit tellement être difficile. 4 ans après le décès de l'homme de sa vie, en 98, elle met fin à la sienne. Pauline Julien aura été au cœur des grands bouleversements, des grands changements qui ont créé le récit national de l'histoire du Québec. Elle aura laissé un legs immense en chansons, mais aussi en prise de position politique pour le Québec, mais aussi pour les femmes. C'est une femme qui a vécu comme elle l'a voulu, qui jonglait toujours avec l'incertitude, mais qui faisait les choses avec la peur. Pauline, c'est une grande de nos grandes. C'est une inspiration pour nous toutes. Pauline, pour moi, c'est la fille madame qui aura toujours une place privilégiée au fond de mon cœur. La bande sonore est une composition originale de Dominique Brouillard. Le visuel du balado T'es Madame est une création d'Ève Courtois, illustratrice. Dans le rôle du gardien de sécurité de Gérald Pelletier et de Gaston Miron, Guillaume Chelette-Janson. À la lecture des articles de journaux et dans le rôle de Raoul Duguay, Marc-André Fortin. Dans le rôle de Gérald Godin, Luc Mascotte.
Merci également à Camille Beauchemin, comédienne et animatrice, d'avoir prêté sa voix à nul autre que la journaliste Judith Jasmin. À l'idéation de tes madames, à la recherche, à l'animation, rédaction, scénarisation, montage, moi-même, Valérie Deschamps.